Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Chère Georgette, merci beaucoup d'être encore une fois à ce rendez-vous. Nous avons été fortement contrariés par des difficultés d'ordre technique, mais tout est rentré dans l'ordre. Nous démarrons donc cette émission avec un certain nombre de minutes de retard. J'espère que vous saurez nous excuser. Dans tous les cas, le menu qui vous a été concocté est bel et bien là. Il est consistant et il vous fera oublier cette déconvenue dans quelques instants. Nous allons vous dire que Ça va chauffer est à son dernier numéro ici à Libreville. La prochaine fois, quand nous nous retrouverons, nous serons à Dakar et ça va continuer de chauffer grâce à votre participation, mais aussi grâce à la participation des Georgettes qui sont les chroniqueuses de cette émission et qui sont dispersées un peu partout à travers l'Afrique et même en Europe. Alors vous savez, ce week-end, il est un peu particulier. C'est la fin de la semaine. Week-end, c'est la fin de la semaine, bien sûr. Mais c'est aussi la fin du mois. Et quand c'est comme ça, bon, les gens sont contents. Et nous aussi, nous sommes contents. Et regardez ce que ça donne. Let's go! One! Hey! No, you did! Et voilà, c'est comme ça. Quand le week-end coïncide avec la fin du mois, eh bien voilà, ça donne cette joie-là. Et nous espérons que vous serez contaminés. Là, on peut parler de bonne contamination, que vous serez contaminés malgré la pression du coronavirus, malgré les vicissitudes de la vie. Laissez-vous aller apprécier la vie. C'est comme ça aussi, parce que cette vie, elle a beau être dure, elle mérite d'être vécue. Nous sommes à cette émission, comme vous le savez, avec la participation des Georgettes. La première qui est sur ce plateau, c'est Axel. Bonjour, Axel. Bonjour, Georges. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Très bien. Bonjour. Alors, il faut dire que, Axel, ici à Libreville, le concert des casseroles qui a eu lieu pendant pratiquement une semaine s'est achevé, on dirait. Oui, le 24. Parce que hier, j'ai rien entendu, avant-hier non plus. Le 24. Un peu avant-hier, mais le 24. Alors, vous avez tapé aussi sur les casseroles? Oui. Comment? Quoi, une marmite, une casserole, la porte ou bien... Une marmite et un couteau. Et c'était pour? Pour protester parce que le couvre-feu est toujours à 18h. Oui, voilà, il faut le respecter, mais en même temps, comme ça... Et différentes autres mesures que l'on n'accepte pas du tout. Voilà, tout en respectant quand même les choses. Bon, on peut manifester, on peut dire on étouffe, on n'est pas content, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui la vie depuis la fin de l'année 2019 avec ce coronavirus qui nous assaille, qui nous met la pression, qui change notre mode de vie. Direction l'Italie. Bonjour Adrienne. Oui, bonjour Georges. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, je vais bien. Vous êtes à Milan? Oui, je suis à Milan. Ok, alors je crois que là-bas, les Italiens, vous faites partie de la communauté italienne, les Italiens ont déploré le décès, l'assassinat, j'allais dire, de l'ambassadeur d'Italie en RDC, en République démocratique du Congo. Oui. Oui, malheureusement, la nouvelle est tombée en début de semaine. Cela a secoué énormément la population. Et donc, je crois même que les funérailles doivent être en cours en ce moment-là de l'ambassadeur qui est originaire du nord de l'Italie, donc pas loin de Milan. En tout cas. Pas loin de Milan. Alors, comment est-ce que vous avez ressenti ça? Comment est-ce que la presse, les politiques ont géré cette affaire? Il faut dire que déjà le président de la République, comme il se doit, lui, il a qualifié l'attaque, c'est une attaque lâche, qui a occasionné la mort de ces personnes. Et donc, vous savez, puis ça se passe en Afrique. Quand c'est comme ça, on se pose pas mal de questions. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu s'exprimer, mais bon, au fond, on sait que on se demande, mais pourquoi est-ce que c'est un blanc qui va mourir comme ça en Afrique. Bon, ça, ce sont des murmures, on va les appeler comme ça. Mais il faut dire que la population était vraiment secouée. Ça a changé un peu, si vous voulez, la tendance avec tous les problèmes de la Covid ou bien du gouvernement. Bon, alors, comme c'est ce qui s'est passé un peu au
cours de la semaine. Et comme les autorités congolaises l'ont dit, une enquête est en cours pour situer les circonstances exactes et précises de cet assassinat. En dehors de cette affaire qui fait qu'on déplore un mort, et pas des moindres, l'ambassadeur d'Italie en RDC, comment est-ce que l'Italie se porte par rapport au coronavirus? Est-ce que la contamination continue de monter malgré les mesures barrières et malgré la vaccination? Oui, malgré les mesures barrières, je peux vous dire qu'en ce moment, les températures sont très clémentes. Depuis le début de la semaine, oui, on se croirait pratiquement au printemps. Donc, il y a des attroupements un peu partout. Ce qui fait que, c'est une hausse considérable qui est en train d'être notée en ce moment. Donc, il y a déjà 3 régions qui étaient en zone jaune, qui vont passer en zone orange. Ça veut dire qu'on ne pourra plus se déplacer. Mais voilà, quoi, la situation est un peu plus déplorable. Même encore jusqu'à hier, on était à 308 décès. Combien? Et on est 308 décès qui portent déjà à 97 227 décès depuis le début de la pandémie. On est presque à 100 000 morts. Ce qui fait que l'Italie est l'un des pays les plus touchés en Europe. En Europe, oui. Oui. Et vous êtes à Milan, hein? Milan est dans quelle catégorie? Jaune, orange? Actuellement, on était en jaune, mais comme je viens de le dire, là, il y a déjà des murmures. Ils vont encore, certainement qu'on va passer en zone orange. Ah, ça veut dire que les Milanais ne sont pas très respectueux des mesures barrières. Mais c'est ce que je venais de dire, parce que les températures sont tellement clémentes. Ouais. Tout le monde tout doucement, vous êtes en train de sortir de l'hiver. Mais voilà, on ne peut pas faire autrement. Et quand on voit le soleil, depuis combien de mois on est sans soleil, et là, du coup, comme ça, tout est éclairé. Ça fait que tout le monde a envie de prendre un peu de vitamine D. Vous savez, on nous demande de nous exposer aussi au soleil. Donc, c'est l'occasion d'en profiter. OK. Alors, peut-être que vous allez en profiter, mais faites attention quand même, parce que, le coronavirus, on le dit, on le redit, on est fatigué d'en parler, mais on est fatigué de le subir, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix, il faut continuer de respecter les mesures qui s'imposent pour éviter d'être contaminé. Merci beaucoup, Adrienne. Permettez-nous de vous abandonner quelques minutes pour prendre la direction du Cameroun pour retrouver Carole. Bonjour, Carole. Bonjour, Jean. Bonne arrivée. Votre bonjour est tout à fait timide. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a pas plu, il n'a pas neigé, il ne neige pas au Cameroun. Vous n'avez pas froid? C'est pas encore le bon retour. Il faut dire que pendant 2 semaines, vous avez été secoué. Par quoi? Je ne sais pas si le test Covid avait été... vous avez fait tous les tests, ils sont négatifs? Oui. Alors, comme je l'avais dit un jour comme je l'avais dit un jour à Nogaï pour la chahuter, mangez pas dans les rues. Ça va aller. Carole? J'espère bien. Non, je ne mange pas. Parce que ça nous arrive, ça peut arriver. Des fois, ce n'est pas bien couvert, on attrape vite une dysenterie, n'est-ce pas? Ça peut arriver de voir quelque chose qu'on a aimé manger dans notre... Réveillez-vous, Carole, N'oubliez pas que il y a eu comment on va dire ça, le Chan là-bas au Cameroun. Ça a été très bien organisé. Tout le monde était content avec ces magnifiques stades. Vous nous avez manqué. Il y a des choses qu'on attendait de votre part. Et puis c'est vrai que la santé, quand elle prend un coup, on n'a pas le choix. Mais ça va maintenant. Oui, ça va, c'est la Covid-19 qui est en train de ressurgir. On en était au sommet, on avait presque oublié les mesures barrières ici au Cameroun. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là-bas, on vous entend. Vous n'avez jamais été confiné au Cameroun? Presque jamais. La seule fois, c'était au mois de mars 2020, l'année dernière, lorsque le premier cas de coronavirus a été déclaré. Au bout d'une semaine, on en était à 6. Donc, le gouvernement s'est arrimé à la tendance mondiale qui demandait au pays de se confiner, d'arrêter l'école pour nos élèves.
pour nos enfants d'arrêter tout. Et les snacks, les bars, les débits de boissons étaient interdits d'ouvrir à partir de 18h. Donc on peut appeler ça un petit confinement, mais c'était tout. Ça tout a été remis à jour au mois de juin. Et l'école avait repris, le 2 juin 2020, l'école avait repris, les bars, débits de boissons et snacks avaient rouvert leurs portes. Et tout s'est enflammé. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, on n'avait plus été confinés. Mais il y a des rumeurs qui viennent. Il y a un grand débat. Vous savez qu'il y a un grand débat, confiné, pas confiné, confinement, pas confinement. Chacun y va de son commentaire, de ses arguments. Le Cameroun a décidé, comme par exemple le Bénin, de ne pas confiner sa population. Et mais c'est pas pire qu'ailleurs, j'allais dire. Ça devenait dur. J'ai entendu des voix des populations gabonaises lors de ces manifestations-là, des personnes qui demander comment est-ce qu'on pouvait confiner des populations pauvres. Comment est-ce qu'on peut confiner quelqu'un qui n'a que son gagne-pain en sortant le matin et en revenant le soir. Celles qui font de la restauration dans les carrefours de Libreville, de Franceville, etc. Bon, ici c'est fini, on ne peut plus aller au restaurant, c'est fermé les restaurants. Donc comment Parce qu'il fallait présenter un test Covid négatif pour pouvoir entrer au restaurant. Les restaurateurs, ils ont signé abandon devant une telle disposition. Voilà, ils pensent que les populations, elles pensent qu'il y a de meilleures méthodes de confinement. Si on reste sur ces méthodes-là, que le gouvernement mette en place des mesures d'accompagnement. Ce qui avait été fait ici au Cameroun, parce que plusieurs entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, plusieurs d'entre elles avaient fermé leurs portes. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, même dans le secteur, le paysage audiovisuel. Beaucoup de journalistes ont été renvoyés de leurs médias. Malheureusement. Voilà, donc malheureusement, on était dans une situation, déjà nous ne sommes pas un pays riche, émergent, donc avoir des populations qui sortent pour avoir leur gagne-pain, être obligés de rester à la maison et que le gouvernement ne donne pas à manger à ces populations. Il faut des mesures d'accompagnement, comme on dit. Voilà, donc le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures pour soutenir les petites et moyennes entreprises pour qu'elles ne ferment pas leurs portes. Le groupement interpatronal de grande envergure, le GICAM, avait suggéré quelques points, quelques propositions au gouvernement pour pouvoir encadrer ces entreprises faibles-là, fragiles, dans les start-up, beaucoup de start-up. Vous savez que le problème des start-up en Afrique aujourd'hui, c'est un manque de soutien financier. Donc plusieurs de ces start-up ont dû fermer et mettre la clé sous le paillasson. Le gouvernement a essayé de mettre en place une certaine somme d'argent pour aider ces start-up-là. Ok. Alors il faut dire rester sur les populations dans les quartiers, comment nourrir les populations dans les quartiers. Il faut dire qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, Carole, beaucoup de points d'interrogation, parce que au fur et à mesure que nous avançons dans le temps et que le coronavirus se maintient, maintenant avec ces variants, eh bien, des questions fusent de partout. Comment confiner les populations et comment en même temps leur proposer des mesures d'accompagnement? Comment faire en sorte que une économie qui est en grande partie dans l'informel puisse continuer d'exister? En tout cas, beaucoup de questions. Nous n'avons pas forcément les réponses, mais nous avons de quoi vous permettre de passer un bon petit moment. Oubliez quelque peu cette difficulté, cette emprise, cette pression du coronavirus. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand la fin de la semaine coïncide avec la fin du mois, ça a donné ce que l'on a vu. Et nous avons décidé de donner envie de continuer d'exister dans de bonnes conditions aux uns et aux autres. Et nous avons choisi un artiste gabonais qui s'appelle Nguema Ndong, qui fait de la très bonne musique. Et je crois que cela va vous plaire à vous, Carole. Ça va vous permettre de retrouver votre tonicité. Et les autres Georgettes également, et tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale. Allons-y pour nous faire plaisir en compagnie de Nguema Ndong.
Ce morceau est intitulé Efuntam. Il paraît que le fan qui est utilisé dans ce morceau, le fan, entendez, c'est une langue pour ceux qui ne sont pas du Gabon, qui sont en Afrique de l'Ouest, à Dakar, à Abidjan, au Togo, au Bénin, au Nigeria, un peu partout. Eh bien, il faut savoir que le fan est l'une des ethnies, pour ne pas dire l'ethnie dominante du Gabon, et il paraît que c'est du pur, très pur fan qui est utilisé dans ce morceau. Maintenant, je voudrais vous rappeler, pour ceux qui le savent, et informer ceux qui ne le savent pas, que la journée du 1er mars est déclarée journée zéro, comment on dit ça, zéro discrimination. Journée du 1er mars, journée déclarée zéro discrimination. De quoi s'agit-il? Nous avons le plaisir d'avoir avec nous une nouvelle Georgette. Non, ce n'est pas une nouvelle Georgette, c'est docteur Ndabanese, c'est comme ça? Ndaïchimi, c'est toujours le Burundi. Hein? Ndaïchimi, voilà, Françoise Ndaïchimi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur notre plateau, vous êtes la patronne de l'ONU-SIDA au Gabon. D'accord. Quel est le terme exact pour vous présenter? Je suis la directrice pays de l'ONU-SIDA au Gabon. Et bon, vous avez bien dit, mon nom c'est Dr Françoise Ndaïchimi. Bien sûr. Et c'est pas, je dis Ndabanese, c'est... Ndabanese aussi, lui, c'est le représentant de la BAD au Gabon. Monsieur Ndabanese. Non? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Mais c'est un nom burundais qui fut un nom de l'un de mes professeurs. Oui, ah d'accord. Que vous l'avez connu ailleurs, mais pas au Gabon, mais on a d'autres. Même celui de, comme vous le dites, celui qui représente la BAD au Gabon, c'est également aussi un Burundais. Vous n'êtes pas parenté, vous n'êtes pas parenté au président de la République du Burundi? Non, on vient de la même région. C'est à peu près la même racine, le nom. Oui. Bon, j'arrête de vous embêter. On me demande toujours si c'est pas mon frère. C'est un frère comme tout Burundais deviennent des frères et sœurs, mais c'est pas mon frère de sang, mais c'est un frère de pays, c'est un frère de nationalité. Ok, j'arrête de vous embêter. Allons-y maintenant. C'est une affaire très sérieuse que de parler de zéro discrimination. Zéro discrimination, qu'est-ce qu'il faut entendre par cela, docteur? Comme vous le dites, c'est une affaire très sérieuse. Zéro discrimination. D'abord, discrimination, c'est quoi? C'est le fait de traiter une personne différemment de l'autre à cause d'une différence qui ne devrait pas normalement exister. Voilà. Ça peut être la discrimination à cause du sexe, ça peut être la discrimination à cause de l'état économique, ça peut être la discrimination de l'état de santé, bien sûr. Ce qui nous concerne pour le moment, ça peut être plein d'autres discriminations. Donc, zéro discrimination, c'est un objectif à atteindre. C'est un objectif qu'on veut atteindre aujourd'hui. Et on aurait dû l'atteindre en 2020, parce qu'on s'était dit qu'on va tout mettre en œuvre pour avoir zéro discrimination dans le monde, et zéro discrimination envers surtout des personnes vivant avec le VIH. C'était pas utopique? Pourquoi ça serait utopique? Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends toujours pas. Avec ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis. Comment on va commencer à discriminer une personne le à cause de racisme, ce le tribalisme, tout ça, c'est des difficultés qui traînent dans le temps, qui nous fatiguent, qui nous dérangent dans nos rapports les uns avec les autres. Oui, c'est pour dire que l'homme toujours cherche la différence au lieu de chercher ce qui le rallie. Qu'est-ce que vous en pensez, Axel? La journée, ça me fait penser en fait à, comme elle disait, à Castor Semenya qui se bat en fait pour être acceptée exactement comme elle est. Désolée. Ah, vous voyez ce que ça crée. En fait, oui, parce que Castor Semenya, c'est une sportive qui a un taux de testostérone très élevé et qui lui a permis à Castor Semenya de gagner plusieurs compétitions selon les dires des professionnels en fait. Et là, on aimerait que pour compétir, qu'elle diminue en fait son taux de testostérone, bien qu'elle soit née ainsi, et elle se débat en fait pour pouvoir demeurer telle qu'elle est. Et pour rester une femme.
alors que certains veulent en faire un homme. Oui, exactement. OK. Alors, la vie n'est vraiment pas facile, hein, docteur. Ouais. C'est compliqué. Pour que les choses soient bien claires et nettes dans l'esprit de nos Georgettes. Les Georgettes, ce sont les chroniqueuses de cette émission, mais aussi dans l'esprit de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Eh bien, on va planter le décor. Nous avons fait un traité de ce sujet pour expliquer de quoi il s'agit. Et puis, derrière ça, on engage les débats pour que ça chauffe. Dans le cadre de la journée Zéro Discrimination 2021, qui se célèbre le 1er mars de chaque année, l'ONU-SIDA attire l'attention sur le besoin d'agir sans attendre pour mettre fin aux inégalités liées aux revenus, au sexe, à l'âge, à l'état de santé, au travail, au handicap, à l'orientation sexuelle, à l'usage de drogue, à l'identité sexuelle, à la race, à la classe sociale, à l'ethnicité et à la religion qui continuent d'exister dans le monde. Les inégalités s'accentuent sur plus de 70% de la population mondiale, ce qui augmente le risque de division et ralentit le développement économique et social. En outre, les personnes les plus vulnérables sont celles qui portent le fardeau du Covid-19. Et même si de nouveaux vaccins contre le coronavirus font leur apparition, leur accès est loin d'être équitable. D'aucuns comparent cette situation à un apartheid vaccinal. Une accumulation de discriminations structurelles ou sociales envers des individus ou des groupes peut se traduire par des inégalités sous différentes formes, par exemple au niveau des revenus, des résultats scolaires, de la santé et de l'emploi. Par ailleurs, les inégalités peuvent elles aussi être à l'origine de stigmatisation et de discrimination. Il est donc essentiel de s'attaquer à la discrimination lorsque l'on cherche à réduire les inégalités. Mais comment? Quelles sont vos propositions? Réagissez au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes dans un pays autre que le Gabon. Voilà, les choses sont bien claires. Si vous voulez que les discriminations soient réduites à néant afin que les inégalités disparaissent, eh bien, participez à cette émission. Faites-nous vos propositions afin qu'on les recueille. Docteur Ndaye Chimié est là pour noter cela parce que, eh bien, les différentes contributions pourraient permettre de faire avancer notre humanité qui est assaillie par de nombreux problèmes et des fois il y a certaines situations que nous créons nous-mêmes à partir d'un certain nombre de faits. Vous l'avez entendu dans le sujet qui a été développé, discrimination financière, discrimination parce que l'autre est malade, discrimination parce que l'autre est blanc ou bien il est noir, etc., etc. Et à côté du docteur Ndaye Chimié, nous avons une autre dame qui s'appelle Nathalie Bikene. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci beaucoup, vous également, d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, c'est un plateau un peu spécial parce que lutter contre les discriminations, c'est important. Vous êtes la présidente d'une association de personnes vivant avec le VIH. Association nationale de défense des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon. Ça donne la NAD, c'est ça? La NAD Gabon, oui. OK. Oui. Et vous vous battez contre quoi? En fait, nous sommes un regroupement. Nous, on pensait que normalement, seulement, on devrait se battre contre la maladie. Mais en plus de la maladie, il faut se battre contre la stigmatisation, contre beaucoup de choses qui entourent cet état. Tout cela fait partie de la gestion de maladie VIH-Sida. Nous sommes, comme je le disais, un groupe de personnes, des hommes et des femmes vivant avec le VIH depuis plus de 10 ans, 15 ans, 30 ans. Oui. Nous agissons comme des soldats vétérans. Nous allons éduquer, former, enseigner partout où le besoin se fait sentir. Mais il est arrivé que cette année, l'ONU-SIDA, la DGPS et le Programme national de lutte contre le IST et le SIDA ont mis sur pied un projet soutien et accompagnement aux personnes vivant avec le VIH. Comment cela se passe-t-il? Nous avons été déployés dans les différents centres de traitement du VIH. Oui. Et par exemple, moi je suis au CTIA-CHU. Oui. Et c'est en étant sur le terrain que nous avons constaté qu'en dehors de la stigmatisation, la discrimination, il y a une autre forme de discrimination qui va... L'abandon. Ah. L'abandon. L'abandon par les familles. Le désengagement par les familles
dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Alors que quand on dit qu'on aime les membres de sa famille, eh bien, la première chose, c'est de montrer qu'on les aime vraiment quand c'est difficile. Et en ce qui concerne la maladie, le premier remède de la personne malade, c'est la famille. Oui, bien sûr. Le soutien, la chaleur humaine. Même quand vous avez une bonne nouvelle, une nouvelle heureuse, que vous ne pouvez pas la partager avec quelqu'un, bon, ben, c'est comme si vous n'aviez rien du tout. Voilà, c'est ça. Et c'est donc difficile. C'est très difficile. Et ce qui a fait en sorte que nous, pendant cette activité sur le terrain, nous avons constaté que plein de malades de VIH ont été abandonnés par leurs parents dans les structures d'accueil. Bon, nous alors que ces mêmes parents-là, eux-mêmes aussi, ils peuvent... je ne le souhaite pas, mais ils peuvent eux aussi... Ça n'arrive pas qu'aux autres. Bien sûr. Voilà, c'est dans cette activité... Ça me fait penser aux conducteurs. Ils sont au volant de leur voiture, ils menacent les piétons. Mais quand vous avez un accident et que vous êtes handicapé, voilà. Et un conducteur, il sort de sa voiture de temps en temps pour marcher et il devient piéton. C'est un peu ça, c'est un peu l'image que je voudrais utiliser pour... oui. Vraiment, merci beaucoup. Donc, comme nous sommes dans les droits des personnes vivant avec le VIH, il est dit dans le guide de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH, quand vous constatez de ces cas, vous informez l'association des droits des PVIH. C'est dans ce cadre-là que j'ai été constaté. Je suis allée m'imprégner de la situation. Et finalement, le malade était là depuis le 28 décembre. Et nous avons commencé le 27 décembre sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? C'est-à-dire, vous luttez contre la discrimination, contre la stigmatisation, contre l'abandon. En faisant quoi? Nous accueillons d'abord la malade. Ça ne fait pas trop entre vous? Ça ne peut pas faire trop entre nous parce qu'il n'y a qu'une personne qui connaît la chose qui peut bien en parler et expliquer à la personne qui veut s'informer. Ne quittez pas, ne bougez pas. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez participer à cette émission, mesdames et messieurs. Vous avez le numéro de téléphone qui va s'afficher. Je vous le donne. C'est le plus 241 74 55 11 02. Que vous soyez au Gabon ou bien en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Togo ou au Bénin ou en RDC ou au Congo ou en République centrafricaine, etc. Faites ce numéro, faites le plus 241 74 55 11 02. N'oubliez pas, c'est un numéro WhatsApp, donc qui vous permet de téléphoner sans trop de frais. Les Georgettes, c'est Adrienne et c'est Carole. Avez-vous des questions à poser à Dr Ndachimie ou bien à Madame Nathalie Bikene? Adrienne et Carole. Carole est à Douala, au Cameroun. Adrienne est à Milan, en Italie. Alors, les Georgettes, question pour ces deux grandes dames qui luttent pour que la journée qu'on va avoir le 1er mars soit une journée zéro discrimination. Alors? Oui, je suis Carole. Bonjour, chère dame. Oui. D'abord, à Madame Bikene, pour la défense des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Quel est exactement le problème en Afrique? Parce que j'ai l'impression qu'il y a au fond une ignorance quelque part de tout ce qui se passe. C'est pour cela qu'on a peur de la différence. Vous pensez qu'on a un problème particulier par rapport au reste du monde pour l'acceptation de ces personnes-là? Merci, Madame Carole de Douala. En fait, la question... Carole Guissot, oui. Carole Guissot. Oui. Bon, la question est bien posée. Parce que nous n'avons pas les mêmes mentalités en Afrique centrale. Nous avons des différentes mentalités. L'Afrique centrale, c'est l'Afrique de l'Ouest. Déjà, Carole qui parle, le Cameroun et nous, il y a déjà une différence de mentalité. Ce qui fait en sorte que la maladie de VIH est une pathologie plus psychologique que physique. Ah oui. Si déjà l'individu qui a été atteint du VIH avait déjà des problèmes psychologiques, donc il a besoin d'un accompagnement autre en dehors de sa vie quotidienne. Donc il y a une différence. Déjà en Afrique, les gens n'aiment pas aller vers l'information. Pourtant, on parle beaucoup de solidarité en Afrique. Mais la solidarité, ça dépend. Nous avons parlé tout à l'heure de zéro discrimination. Il faut qu'on puisse la sentir dans le malheur aussi. Dans le malheur, mais ça dépend. Vous savez, jusqu'à ce jour, il y a encore les fossés entre les riches et les pauvres. Oui.
comme le disait quelqu'un ce matin, que si moi, Madame le ministre Nathalie, je tombe malade, vous, monsieur Eboké, Georges. Oui, vous me connaissez en tant que Madame le ministre, vous allez courir, vous allez apprendre que Nathalie Biken, la ministre, est malade. Mais si Nathalie Biken, une fille du bas quartier enclavée dans un lion est malade, vous ne serez même pas au courant. Il y aura peut-être les voisins avec qui j'entretiens de bonnes relations qui viendront. Si mes parents sont dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Est-ce que la pauvreté justifie tout? Est-ce que quand on est malade, même si on est pauvre, même si les autres sont pauvres, même si la famille est pauvre, est-ce qu'on doit abandonner l'autre qui est malade? C'est la question que nous nous posons. C'est la question qu'on se pose. Et voilà pourquoi nous sommes ici pour sensibiliser. Oui. Il ne faudrait pas que la pauvreté vienne enlever nos mentalités d'avant. Quand nos parents tombaient malades au village, on avait l'argent. Mais les parents le premier remède, c'était la famille. La famille, qui provient de la famille. Provient de la famille. Les gens étaient tout autour pour accompagner la personne jusqu'à la dernière minute. D'accord. On va prendre maintenant Adrienne à Milan. Madame Bikene dit qu'il y a une différence d'appréciation des situations selon les lieux où l'on se trouve. Oui. Alors, vous êtes en Italie, vous nous regardez de là-bas. Il y a cette situation qui est décriée par Madame Bikene et Dr Ndachimie. Les malades du sida sont victimes de stigmatisation et donc voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est la même chose là-bas? Bon, vous savez, l'Europe, c'est l'Europe, enfin, ils sont plus ou moins organisés par rapport à nos pays africains. Donc, moi, j'ai écouté les chères dames. Elles présentent naturellement un dossier qui explique tout ce qui se passe sur le continent africain. Mais moi, d'ici, par exemple, quand j'ai essayé d'analyser la situation, j'avais envie de poser une question, enfin d'expliquer d'abord un petit point, par exemple au niveau des handicaps physiques. Moi, je sais qu'ici en Italie, par exemple, excusez-moi si je sors carrément du cadre du sida. Voilà. Oui, la discrimination ne provient pas que du sida. Hein. Il y a beaucoup de situations. Donc, justement, ici, par exemple, le handicap physique, il y a des structures. Par exemple, à la mairie, il y a des possibilités d'insérer ces personnes qui sont handicapées, qui peuvent travailler. Enfin, ils ont une assistance et tout. Et par exemple, mais le premier cas sur lequel vraiment je voulais appuyer, je voulais vous demander, par exemple, parce que j'ai une amie qui a un fils qui souffre du syndrome Asperger, donc autisme. Et je suppose qu'en Afrique, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de ces maladies. Oui. Et ben, ici, par exemple, il y a une assistance. Par exemple, l'enfant qui va à l'école, il y a une maîtresse qui est spécialisée pour pouvoir l'encadrer et tout. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'Afrique, on peut arriver, par exemple, à avoir ce genre de formation de personnel pour pouvoir suivre ces enfants? Parce que, par exemple, cet enfant, entre guillemets, il est talentueux, c'est un grand violoniste. Donc, bon, je veux dire qu'il y a plein d'enfants comme ça en Afrique qui vont rester émarginés parce que, bon, peut-être on ne peut pas les assister, on ne peut rien faire, alors que, bon, ils ont des capacités. Alors qu'ils ont à l'intérieur d'eux un talent. Voilà, il y a un talent. Comme n'importe quel être humain. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez que est-ce que l'Afrique pourra arriver un jour à cerner ce problème-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos États prennent conscience parce que quand l'assistance, par exemple, les maîtresses spécialisées, c'est encore un emploi, c'est créer des postes d'emploi pour ces enfants. Donc, je veux dire, d'une pierre deux coups, est-ce que l'Afrique un jour pourra nous présenter des situations pareilles pour éviter de rester toujours en dessous? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. C'est clair et net. Docteur Ndachimie, oui. Oui, la question est très claire et merci beaucoup pour cette intervention. Je pense, comme vous le dites, quand il y a une discrimination, ce n'est pas uniquement par rapport à la maladie. Je ne vous reçois pas. Oui. Ok, allez-y. Oui. Ça va. Vous me recevez maintenant? C'est bon. Ok. D'accord. C'est bon. Oui. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'appréciais votre question et surtout votre sortie de la question du VIH, mais qui est tout à fait liée à cette discrimination et à cette différence. Et c'est pour cela que même cette année, on a parlé que le thème, ça sera sur les inégalités.
Et par exemple, la question que Madame pose par rapport aux inégalités, là c'est une égalité de moyens, mais inégalité également d'organisation. Elle demande s'il pourrait y avoir en Afrique un jour, dans nos pays, dans nos pays, qu'on puisse avoir... Ça existe quand même dans certains secteurs. Aujourd'hui, ça existe déjà, mais à petite échelle. Même ici au Gabon, ça existe déjà. Je sais qu'il y a des autistes. Les aveugles. Les aveugles qui sont appuyés. Pour le moment, c'est à petite échelle, c'est pas tout le monde. Il y a des instituts des aveugles, il y a des instituts pour les sourds muets, les malentendants. Il y a aussi, je pense, le ministère des Affaires sociales qui s'occupe de ces questions-là. Mais est-ce qu'il y a les moyens suffisants? Pour les trouver. Il y a les moyens suffisants pour le moment. Quelle est la contribution? Avant même les moyens, c'est l'attention. Quelle est la contribution également de la société tout entière? Parce que dans ces questions-là, je me dis qu'en Europe aussi, il y a non seulement cette organisation, mais il y a également la contribution sociétale. Et c'est ça qui me ramène probablement sur le sujet qui concerne la stigmatisation et la discrimination par rapport à la maladie, c'est que il y aurait des services sociaux. Les personnes qui d'emblée sont abandonnées par leur famille pourraient être prises en charge par les services sociaux en attendant de sensibiliser les familles pour que ces familles-là reviennent à prendre en charge leurs personnes. Okay. Madame Nathalie qui parlait par exemple, elle accompagne les personnes vivant avec le VIH. Je l'ai vue sur terrain en train de laver. Imaginez-vous que moi, ma mère soit malade, que je l'abandonne, je fuis, et que j'attende à ce que Nathalie vienne dans ma maison pour laver ma mère. Je dirais que c'est indigne. C'est indigne. Donc, et ça, c'est quelque chose qui ne pourrait pas vraiment arriver en Afrique. Parce qu'en Afrique, on est dans la société qui, normalement, s'entraide. C'est là où on justifie qu'il y a une différence de discrimination. Si c'était une autre personne qui avait un autre problème, peut-être qu'on l'aurait. Et là, il y a besoin vraiment de sensibilisation et de convaincre. Et je vous assure, docteur, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une vidéo, un monsieur qui avait, je crois, 2 mètres, qui mesurait 2,17 m. C'est un gros handicap pour lui. Pointure 58, donc un monsieur comme ça, facilement, il est discriminé. Voilà, on le regarde bizarrement. C'est le regard, là, le doigt pointé du doigt à quelqu'un. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 1er mars? Le 1er mars, on fait quoi? Qu'est-ce que vous attendez Normalement, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser. Parce qu'à un certain moment, on n'a pas toutes les forces. C'est de pouvoir sensibiliser pourquoi il ne faut pas discriminer, pourquoi il faut éliminer les inégalités. Le 1er mars, ça ne peut pas être une solution à tout. Bien sûr, mais le 1er mars, ça doit être une journée particulière. Qui va donner de l'impact afin que les populations prennent conscience de l'ampleur de la situation. Oui. Parce que quand on est discriminé, quand on subit la discrimination, eh bien, c'est difficile à accepter. Des fois, on a l'impression qu'on n'est pas un être humain à part entière, alors que ce n'est pas vrai. Ça fait très mal. Et l'autodiscrimination aussi, ça peut faire très mal. Parce que moi, si j'ai déjà accepté ma maladie, l'autre, même quand il pourra me pointer du doigt, ça ne va pas me faire mal. Mais si en plus de cette discrimination, il y a cette inégalité sociale, que je n'ai pas les moyens de pouvoir me prendre en charge, que je dois demander à quelqu'un d'autre parce que je suis déjà très malade ou parce que je n'ai pas les moyens d'acheter les médicaments. Parce qu'aujourd'hui, le problème du VIH, ce n'est même pas le médicament. Parce que le médicament au Gabon, c'est gratuit. Voilà. Mais le problème, c'est aussi, on parlait tout à l'heure de la pauvreté. Si je suis pauvre et que j'ai mes médicaments gratuitement, mais que je n'ai pas mangé, et que je n'ai pas le savon pour me laver. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il y a le coronavirus. Et le coronavirus qui est un autre élément aussi de discrimination. Quand le coronavirus a commencé, je me rappelle que les gens appelaient aux gens qui faisaient dans la lutte contre le sida pour que on leur demande comment vous avez fait pour
diminuer l'impact de la discrimination. Parce que quand on voyait, vous vous rappelez, le premier qui était... le premier cas, tout le monde voulait fuir, même les médecins. Et la discrimination, là on parle de la communauté, mais il faut dire aussi que les prestataires de soins, dans certains moments, ils vont voir c'est un malade du sida qui entre et dit non, va au CTA. Alors que moi je suis médecin, je suis supposé prendre en charge cette personne-là. Comment est-ce que je vais l'envoyer vers un centre de traitement ambulatoire alors que moi-même je suis médecin et que je dois m'occuper de cette personne-là? Ok, alors docteur, le 1er mars, journée zéro discrimination. Qu'est-ce que vous attendez de moi, des uns et des autres? On va aller rapidement, s'il vous plaît. Non, par rapport à l'autisme, elle a parlé... Oui. Oui, je voulais dire qu'ici, déjà au Gabon, il y a une journée contre l'autisme qui se tient. Pour soutenir tous les enfants autistes. Voilà, mais comme je suis pas... Je n'ai pas de cas. Non, je n'ai pas de cas. Je suis allée à la journée mondiale. Je sais qu'il y a déjà une unité qui s'en occupe ici au Gabon. Ok, c'est bon. Voilà. Ok. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on va s'intéresser pour vous donner des informations. Bien sûr. D'accord. Pour revenir à nos questions. Oui, mais Georges, le 1er mars, oui. Une petite question comme Carole, ça. oui, rapidement. Si je peux poser, oui, Adrienne, la Georgette de l'Italie, a prononcé un mot, elle a dit l'État. Qu'est-ce que l'État fait? La sensibilisation de masse, c'est bien. Les écoles spécialisées pour les enfants atteints d'autisme, il y en a déjà en Afrique. Mais au Cameroun, si je parlais du Cameroun, vous verrez que ces écoles sont très chères, réservées aux personnes qui ont beaucoup de moyens. Et quand on arrive même dans certains établissements privés, parce que dans le public, il n'y en a pas, quand on arrive dans des établissements privés, les parents sont demandés à verser des sommes d'argent colossales, 2 millions, 3 millions. Qu'est-ce qu'on attend d'un parent qui n'a pas 150 000 francs par mois à payer l'éducation de son enfant? Donc je pense que la sensibilisation au sommet aussi est importante. C'est nécessaire. Je ne sais pas si les dames ont déjà entamé des discussions par rapport à cela avec les gouvernements pour que les États revoient un peu... Oui, cette situation-là. Revoient un peu... Les différentes sommes demandées pour qu'un parent envoie son enfant à l'école, par exemple, un parent pauvre. Merci beaucoup, Carole. Docteur Ndaï Chimié. Oui. J'allais dire, vous me posiez la question de le 1er mars, on fait quoi? C'est un appel. C'est un appel et le 1er mars, c'est fait pour ça. On appelle les communautés à ne pas discriminer les personnes vivant avec le VIH, à ne pas continuer à promouvoir les inégalités. Et on appelle également les pouvoirs publics et les pouvoirs sociaux. Ne quittez pas, docteur. Allô? Allô? Bonjour. Oui, allô? Bonjour. C'est Pulchérie? Je suis Pulchérie. Oui. Annie. Oui, ne quittez pas, Pulchérie. J'aimerais bien participer à l'émission. Il n'y a aucun problème, Pulchérie, c'est une Georgette. Alors, on vous reprend tout à l'heure. On va laisser Dr Ndaï Chimié terminer et puis on vous reprend tout à l'heure. Oui, je faisais déjà un appel à la communauté d'abord, mais également à toute l'organisation étatique et que les services sociaux puissent faire un pan pour pouvoir renforcer vraiment les services sociaux envers ces personnes-là. Là, parfois c'est fait à petite échelle, mais il faudrait mobiliser les moyens, et les moyens c'est aussi avec les populations, pour que les personnes comme Nathalie, les personnes comme d'autres personnes qui accompagnent ces personnes-là puissent avoir les moyens et pour accompagner les personnes qui sont abandonnées par leur famille. Ok, je pense que vous avez bien entendu, tout le monde est concerné au plan individuel, mais également au plan collectif. Et j'ai envie de raconter une petite histoire pour que les gouvernants fassent attention. Quand vous êtes, par exemple, ministre, eh bien, votre téléphone, des fois, vous avez 2, 3, 4, 5 téléphones. Tous ces téléphones crépitent en même temps. Et puis un matin, vous ne l'êtes plus.
et puis aucun des téléphones ne sonne. Vous-même, quand vous appelez, on ne vous prend plus. Et ça aussi, c'est de la discrimination. Donc faites attention, rendez-vous le premier. Et on a besoin d'une solidarité globale et d'une responsabilité partagée. La chose est claire et nette et nous allons appuyer, enfoncer le clou avec un grand monsieur, Youssou N'Dour, grand chanteur devant l'Éternel, star planétaire, qui lui aussi met le doigt sur les discriminations. Qui est donc clair et net, le 1er mars, c'est dans quelques jours, chacun doit pouvoir dire « je m'engage pour qu'il y ait zéro discrimination ». Zéro discrimination et chacun doit pouvoir s'engager. Nous incitons les uns et les autres à le faire. Notre émission se poursuit, le menu qui vous est concocté est là et je crois que vous savez l'apprécier. Allons-y maintenant pour notre zigzag culturel. Quelles sont les actualités au niveau de la culture à retenir? Réponse avec la Georgette qui s'appelle Zita. Le forum annuel du réseau Pax Sahel Plus, forum des acteurs de la construction en terre, a démarré à Ouagadougou le 25 février et prendra fin le 28 février, donne l'occasion aux participants d'assister à des tables rondes sur les causeries de l'architecture en terre. Chaque thème amène la question de la bioconstruction au Sahel en général et en ville en particulier. Le Pax Sahel Plus, avec ses partenaires, initie les débats sur la protection de l'environnement à travers la visière du secteur du BTP, porteur d'emploi et de savoir-faire. À partir du 4 mars jusqu'au 27 mars 2021, participez à l'exposition Ndoydou à la galerie AZ à Paris. Ndoye est un humaniste qui se ressource en permanence dans le royaume de l'enfance. Au commencement était aussi l'exil. Revenu d'un long séjour en France, il reprend enfin place au cœur de Dakar et de son rythme, de ses rythmes, ses amitiés et sa vie. Ce même week-end, à la galerie AZ, vous pouvez également voir l'exposition de Mabey Dem qui présente sa série Goudi Dakar, Dakar la nuit, dont laquelle il capte à travers des ouvertures de portes les activités nocturnes des échoppes de Dakar. Le vernissage a commencé le 30 janvier dernier et prend fin ce 27 février. La 93e cérémonie des Oscars du cinéma se tiendra le 25 avril de cette année au théâtre Dolby de Los Angeles en vue de récompenser les films sortis en 2020. L'homme qui a vendu sa peau de la Tunisienne Kauter Ben Ania et La Nuit des Rois du franco-ivoirien Philippe Lacote sont les deux longs métrages africains figurant sur la liste des présélections dédiées à ce prix international. 40% des accidents sont provoqués par l'alcool. Ça veut dire que 60% des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau. C'est sorti. C'est sorti maintenant. Do it. Well, like G-Paw. There you go. Well, like Do it, girl. Do it. Voilà, je crois que vous avez été encore une fois bien servi. Vous avez noté les événements importants en matière d'art et de culture, mais aussi vous avez pu vous laisser aller à des rires, des fois à une grande hilarité face à certaines situations de la vie. On ouvre maintenant notre tableau d'honneur aujourd'hui. Nous allons faire 2 semaines en arrière. C'était le Chan, hein, n'est-ce pas? Oui. 2 semaines même, c'est petit, 3. Ou 4 même. Plus ou moins. Le Chan, ça a eu lieu quand, Axel? Du 16 janvier
Au 7 février 2021. OK, et c'était au Cameroun. Oui, alors je crois qu'on n'a pas suffisamment bien célébré nos amis qui ont remporté cette compétition, le CHAN. Eh bien, c'était les Marocains qui la remportaient pour la deuxième fois et de façon consécutive. Le Maroc est rentré dans l'histoire du football africain ce 7 février 2021 à Yaoundé. Les Lions de l'Atlas sont devenus la première équipe à gagner 2 fois de suite le championnat d'Afrique des Nations, compétition continentale réservée aux joueurs locaux. Après le CHAN 2018 que les Marocains avaient gagné à domicile, ils ont en effet récidivé lors du CHAN 2020 au Cameroun, lors d'une finale face au Mali, très engagée. En début de rencontre, le Maroc domine et multiplie les coups de pied arrêtés. Les Maliens s'enhardissent ensuite. Physiquement, ils ne donnent alors absolument pas l'impression d'avoir disputé des prolongations éreintantes en quart de finale face au Congo-Brazzaville, puis en demi-finale face à la Guinée-Conakry. À la 23e minute, l'attaquant Moussa Koné part à la limite du hors-jeu, mais le portier Anas Zneti, sortant dans ses pieds, en raye l'occasion malienne. À la 38e minute, le même Moussa Koné tente une tête plongeante difficile, mais ne cadre pas davantage. Les Aigles, sans complexe, jouent avec détermination et agressivité. À la 53e minute, Isaka Samake déséquilibre Raimi dans la surface de réparation. Le défenseur n'est pas sanctionné. Malgré un recours à l'assistance vidéo, l'arbitre Peter Waweru ne siffle pas pénalty, mais les Marocains ne protestent pas. Les Lions de l'Atlas ont le mérite de rester lucides. À la 69e minute, sur un corner venu de la droite, Soufiane Bouftimi est le plus prompt et ouvre le score de la tête pour le Maroc, 0 but contre 1. Coup de massue pour les Maliens qui cèdent sur un autre corner 10 minutes plus tard. C'est cette fois Ayoub El Kaabi, meilleur buteur et meilleur joueur du CHAN 2018, qui double la mise à la tête à bout portant, 0 but contre 2. Le Mali s'incline donc en finale comme lors du CHAN 2016 et devra encore attendre avant de remporter une compétition continentale de football chez les seniors. Les Marocains, quant à eux, peuvent jubiler. Ils remportent le CHAN 2020 après avoir dominé cette phase finale avec 5 victoires, 1 nul, 15 buts marqués et 3 encaissés. Rendez-vous donné donc pour le CHAN 2023 qui sera cette fois accueilli par l'Algérie. Alors bravo donc aux Lions de l'Atlas. Bravo, ils remportent cette compétition pour la deuxième fois consécutive. Carole, Carole, les Lions indomptables, ils vous ont fait faux bon, hein? Oui. Ils ont été domptés. Hein? C'était une grosse déception. Hein. Ok. Mais, non, Carole. Carole? Oui. Bon, oui. on laisse tomber la déception des Lions indomptables et puis on va rester sur la victoire des Lions de l'Atlas. Hein? Oui, mais je me rappelle que leur sélectionneur avait dit, c'était comme une prophétie lors d'une de ses interviews, avait dit aucune équipe n'a encore conservé le titre de champion du championnat d'Afrique des Nations de football. Mm-hmm. Et il est sûr de lui que le Maroc sera le premier pays à conserver ce titre. Et ça s'est réalisé. Donc bravo à cette équipe du Maroc qui était l'une des favoris, des favoris de ce championnat-là. Le Mali également qui était très aimé par... Comme on dit, qui n'a pas démérité. Voilà, n'a pas démérité. Le Mali, la RDC, le Zimbabwe qui nous ont offert... du magnifique jeu sur le terrain. Mais bon, okay. Dans un match, il y a un champion, un vainqueur, et c'était... Il n'y a qu'un seul champion. Ils ont mérité. Alors, on va saluer cette victoire avec de la très bonne musique marocaine, Axel. Ismo Mabrouk 3 Lina. Vous avez entendu? Ismo chante Mabrouk 3 Lina. Ok, musique. Changement de la fête grâce à la victoire des Lions indomptables, des Lions de l'Atlas, à ce CHAN qui a eu lieu il y a quelques jours au
au Cameroun. En tout cas, nous avons décidé ensemble de célébrer cette victoire. Les Lions de l'Atlas remportent donc cette compétition pour la deuxième fois consécutive. Maintenant, voici un sujet qui va ouvrir encore un autre débat. Mais avant cela, je vous rappelle que le 1er mars, vous devez chacun vous engager pour qu'il y ait zéro discrimination autour de vous, dans votre environnement, au travail, en famille, dans votre société, dans votre pays, dans votre sous-région, dans votre continent. Maintenant, allons-y pour cet autre sujet qui va déclencher, c'est sûr, une discussion. On dit, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est une ministre sud-africaine de l'éducation qui a dit qu'un homme éduqué, normalement, ne viole pas. Qu'est-ce à dire? En Afrique du Sud, les propos de la ministre de l'Éducation, Angie Motshekga, n'ont pas été bien accueillis. En effet, pour démontrer l'importance de l'éducation, la ministre s'est adressée à des élèves de la ville de Pretoria en déclarant qu'un homme éduqué ne viole pas. Sur les réseaux sociaux, les Sud-Africains ont été nombreux à s'indigner et à affirmer que la ministre ne comprenait rien car il existe des hommes éduqués et violeurs. Ils estiment même que le viol en Afrique du Sud ne connaît aucune frontière sociale, économique ou éducationnelle. C'est le lieu de rappeler qu'en Afrique du Sud, d'avril 2017 à mars 2018, 40 035 viols ont été enregistrés, ce qui signifie qu'à cette période, il y a eu 110 viols chaque jour. Des ONG dans le pays s'attellent à dénoncer ces crimes, encourageant les victimes à ne plus se taire. Par définition, le viol est l'acte par lequel une personne est contrainte à un acte sexuel par la force, la surprise, la menace, la ruse. Il y a viol quand il y a absence de consentement. Au XXIe siècle, le viol constitue un crime dans la plupart des législations à travers le monde. Selon vous, comment faut-il procéder pour réduire ce fléau à sa plus simple expression? Faites-nous part de vos avis au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon, au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon ou par WhatsApp. Voilà, le décor là également est planté, c'est un sujet important. C'est vrai que la situation qui prévaut en Afrique du Sud n'est pas la même que celle qui prévaut dans bon nombre d'autres pays africains, mais le mal existe, c'est un fléau. Le viol est un fléau et la ministre sud-africaine avait dit un homme éduqué ne viole pas. Pulchéry, vous êtes toujours en ligne, qu'est-ce que vous en dites? Allô, allô? Allô, Pulchéry? C'est une autre Georgette qui est en ligne, Pulchéry. Bon, si on n'a pas Pulchéry, on va prendre Adrienne. Qu'est-ce que vous en dites? Carole, vous aussi, vous êtes prête à répondre. Je sais que les hommes vont entendre des choses dures aujourd'hui. Allons-y. Je ne sais pas. Vas-y. Oui. Je pense que... je ne sais pas, mais je suis du côté de la ministre. Je la soutiens. Je la soutiens. J'ai l'impression qu'il y a eu malentendu. Elle est ministre de l'éducation de base. Ça veut dire l'éducation qu'on donne à l'enfant dans sa petite enfance jusqu'à un certain âge. Et elle a raison de dire qu'un homme éduqué ne viole pas. Elle a raison. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'éducation aujourd'hui en Afrique. Il y a un problème dans l'éducation. C'est vrai qu'aux États-Unis, ces grands pays-là qui ont des professeurs, des docteurs, etc., on a eu cette histoire avec l'ancien directeur du Fonds monétaire international, où une des Américaines l'accusait de viol. C'était un grand monsieur, c'était une grande force. Oui, Dominique Strauss-Kahn, c'était une grande personnalité, c'était quelqu'un de très très éduqué. Mais la ministre dit bien, si tu as été bien éduqué, tu ne peux pas violer. Sinon, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que l'éducation a été ratée à un moment donné. On peut, moi, quand j'entends éducation, je vois bien sûr ces cours que certains pays africains, comme le Cameroun, ont enlevés du programme scolaire, de cours sur l'éducation morale, etc. Quand on t'éduque bien, de la maternelle jusqu'à l'université, quand tu es bien éduqué, quand tu suis ton éducation, quand les parents n'ont pas abandonné l'éducation de la maison aux enseignants ou aux répétiteurs,
quand les enseignants ne détournent pas l'éducation à leur fin pour des raisons financières, quand les répétiteurs à la maison ne séduisent pas leurs élèves et tout ça, quand chacun fait quand chacun suit son couloir et le fait bien, il n'y a pas de viol. Un homme bien éduqué ne viole pas. C'est ce qu'elle veut dire. Okay. Un homme éduqué ne viole pas. C'est noté. Merci beaucoup, Carole. Carole, je vous l'indique, est à Douala. Et nous allons prendre la direction maintenant de l'Italie, à Milan, où se trouve Adrienne. Adrienne, oui. Allez-y. Carole, je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis qu'un homme bien éduqué, comme la ministre le dit, un homme bien éduqué ne viole pas. Mais en même temps, moi je pense à l'homme, c'est-à-dire l'homme avec la lettre H. Quand il rentre dans toutes ces pulsions, comment est-ce qu'on fait pour l'arrêter? Parce que quand l'instinct animal là, se déclenche là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi je crois que oui, mais c'est l'éducation, mais dès qu'il se trouve devant... Mais c'est là que... Quand il devient prédateur, qu'il voit sa proie, il fait quoi? Adrienne, n'est-ce pas à ce moment-là que l'homme doit faire prévaloir son éducation? Mais oui, mais l'instinct animal aussi, certainement peut-être qu'il n'arrive pas à dominer. Sur son instinct et ses pulsions? Et oui, peut-être qu'il n'arrive pas à dominer à cet instant-là. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que quand on parle d'instinct, de pulsion animale, il faut peut-être couper le zizi. Moi, je pense que c'est la seule solution. Oui, parce que là, ça a un rapport avec l'organisme. Je m'attendais à tout sauf à ça. Vous le dites. Carole, je m'attendais à tout sauf à ça, à cette situation extrême. Parce que c'est extrême, Carole. Oui, parce que qu'est-ce que vous voyez déjà les papas violent leurs enfants aujourd'hui, les papas de violent leurs enfants de 3 ans. Alors quand maman s'en va au marché, elle n'a aucune idée de ce que son mari peut faire à sa fille. C'est pour ça que je parle de cette pulsion-là qu'il ne peut pas maîtriser. Au moment où il est donc devant l'enfant et qu'il commence à faire des attouchements sexuels, à violer un enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là si on l'attrape? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut créer des centres de... Comment on appelle des centres de désintoxication pour les alcooliques? Est-ce qu'il faut créer des centres de rééducation pour ces personnes, ces personnes un peu fous, un peu folles, parce que ça c'est un peu une petite folie, ou alors les castrer? Moi je pense que moi je suis plus sur la loi, une loi sévère contre ces personnes. Non, je suis d'accord. En fait, moi j'ai souligné la partie l'instinct animal parce que moi justement j'aurais souhaité qu'après, puisqu'ils ne peuvent pas se maîtriser, mais qu'il y ait une loi sévère. On peut toujours se maîtriser. Vraiment, il faut les dénoncer et puis bon. Alors s'il vous plaît. Infliger. Axel, est-ce qu'on peut toujours se maîtriser? Un homme peut-il toujours se maîtriser? Je pense qu'un homme peut toujours se maîtriser, en fait. C'est vrai, vous êtes bien placé pour nous répondre. Comment ça? Vous êtes un homme. Non, je suis un homme, mais bon. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous voyez, par exemple, votre propre fille de 8 ans, vous savez qu'en fait, le fait de la violer va détruire sa vie, que ce soit physiquement... C'est pas forcément dans l'inceste, hein? C'est le viol. On parle du viol de façon générale. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne pensiez pas à ça et que vous vous reteniez et vous dites non, je vais me retenir, je ne vais pas faire ça en fait. Pour un homme, qu'est-ce qui fait ça? La question est posée. Ok. Est-ce qu'il y a un homme qui veut bien répondre? Le numéro de téléphone, il est ouvert. Faites vite. Répondez. Plus 241 74 55 11 02. Axel a besoin d'un élément de réponse. Mais en même temps, quelles sont vos propositions? J'aimerais relever un certain point. Le viol, c'est par la force, la surprise, la menace, la ruse, plus largement par l'absence de consentement. Et on a dit qu'en Afrique du Sud, de 2016 à 2017, c'était 110 viols par jour, en fait. Oui. Et je me rends compte que le nombre est beaucoup plus grand parce que, par exemple, dans les foyers, la femme ne veut pas avoir de rapport sexuel, vous la forcez, ou alors au travail, le droit de cuissage. Voilà, la secrétaire, par exemple, elle ne veut pas, mais comme vous avez une position d'autorité, ou alors dans la rue... Situation dominante. Voilà, dans la rue, vous draguez une femme, vous lui offrez peut-être à manger et à boire parce que vous lui avez acheté un plat peut-être de 2 000, une robe de 50 000, un billet d'avion. Vous savez très bien qu'elle ne veut pas, mais
vous allez influencer son jugement. Donc, c'est en fait, toutes ces situations-là, c'est aussi des situations... Ok, nous avons un appel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est bien que vous... Je me prénomme Carlos Mathurin. Merci beaucoup d'appeler. Merci beaucoup, nous sommes enchantés. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est l'esprit saint. Comment? Parce que... Oui. Madame le ministre a dit l'homme qui est éduqué ne viole pas. C'est vrai. L'homme qui est éduqué ne viole pas. Ça veut dire que c'est l'esprit qui est en vous. Parce que l'esprit saint vient vous mettre à l'abri de toutes choses, de toute attention qui peut vous arriver en vous. Dans le viol, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est un état? Pardon? C'est un état de? D'esprit. Un état d'esprit. Dans l'esprit, en fait. Un état d'esprit. Si votre esprit est quitté par l'esprit saint, rien de tout ça ne pourra arriver. OK. Merci beaucoup. Vous êtes notre premier et seul intervenant. Non, on en a eu d'autres, mais ça n'a pas pu aboutir. Merci beaucoup d'être intervenu. Vous vouliez l'avis d'un homme. Bon, vous l'avez eu. Merci beaucoup, les Georgettes. Merci à vous. Donc, il est d'accord avec Axel. nous. On vous aura toujours, mais à partir de Libreville. Ça va chauffer, va continuer son petit bonhomme de chemin. Mesdames et messieurs, restez connectés sur cette émission et sur les programmes de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Ça va chauffer, va se faire désormais à partir de Dakar, mais vous aurez toujours Axel, vous aurez toujours Zita à partir de Libreville, vous aurez toujours Adrienne à partir de Milan en Italie. Merci beaucoup Adrienne, je vous souhaite un très bon week-end, portez-vous très bien, faites attention au coronavirus. Et vous aurez toujours Carole à partir de Douala au Cameroun. Merci beaucoup Carole, merci d'être venue après quelques difficultés de santé, mais ça arrive à tout le monde. Merci beaucoup à vous, nous vous souhaitons un très bon week-end. Et il y a un garçon en Côte d'Ivoire qui a mis le doigt sur cette plaie, qui a fait même 2 chansons. Aujourd'hui nous vous proposons une seule, Joe Black, c'est le titre de Ismaël Isaac pour dénoncer le viol, pour dénoncer, comme disent certains en Côte d'Ivoire, le brimougou. Au revoir, très bon week-end et à bientôt.